Chers collègues, s'il vous plaît, nous allons commencer la deuxième audition de l'après-midi. Et nous entendons cet après-midi M. Jean-François Delfraissy, que nous revoyons dans sur des sujets un peu différents de ceux qui nous ont occupés depuis 2 ans, président du Comité consultatif national d'éthique, pour la présentation de l'avis publié le 13 septembre dernier sur les questions éthiques relatives aux situations de fin de vie. Sont également présents les 2 rapporteurs de l'avis, je salue en effet M. Régis Aubry et Alain Kless. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Cet avis fait suite à une autosaisine du CCNE et a vocation, selon ses propres termes, à éclairer le débat citoyen, les pratiques des professionnels de santé et le législateur. Il considère de façon inédite, je cite, qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir. Dans le même temps, l'avis relève 2 insuffisances, celle du développement des soins palliatifs dans notre pays, bien documentée dans un récent rapport de notre commission, et celle de la connaissance et de la mise en œuvre de la loi du 2 février 2016, dite loi Claes-Leonetti. Partageant ce constat, mais en tirant une conclusion différente, 8 membres du CCNE ont souhaité publier une réserve, considérant, je cite, que franchir ce pas législatif sans ces efforts préalables représenterait un risque de renoncement que nous ne souhaitons pas prendre. Le 13 septembre dernier, le président de la République a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, dont le pilotage a été confié au Conseil économique, social et environnemental, et que la Première ministre a saisi de l'interrogation suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées où d'éventuels changements devraient être introduits? Les conclusions de la Convention sont attendues pour la fin mars 2023. Dans cette attente, messieurs, pourriez-vous nous exposer quelle serait cette voie pour une application éthique de l'aide active à mourir et en quoi le cadre législatif actuel devrait être modifié, le cas échéant, pour ouvrir cette voie? Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices. Donc vous me voyez aujourd'hui comme président du CCNE et oublions que vous m'avez interpellé à plusieurs reprises dans le cadre du Covid. Alors, peut-être un rappel sur, et je laisserai la parole ensuite aux 2 rapporteurs, sur les conditions dans lesquelles a été construit l'avis 139. Je rappelle son titre parce qu'il est important, question éthique relative aux situations de la fin de vie, autonomie et solidarité. En juin 2021, alors qu'on était encore en situation sinon de crise sanitaire, en tout cas où la question se posait encore, j'ai souhaité que le CCNE s'autosaisisse de ce sujet, compte tenu d'un certain nombre de démarches parlementaires que nous avions vues dans le premier semestre 2021 pour éventuellement aller vers une modification de la loi Claes-Leonetti. Et il m'apparaissait important que le CCNE s'autosaisisse de ce sujet, indépendamment d'une commande qui aurait pu être une commande politique. Il y a donc eu, comme la construction se font les avis du CCNE, avec un groupe de travail, les 3 rapporteurs, qui a commencé à travailler dès l'été, qui a auditionné plus de 40 personnes ou groupes ou représentations. Et ensuite, on s'est trouvé à la fin de l'année 2021 avec une situation pas inédite, mais voilà, qui tombait au milieu de la vie, avec un changement des membres du CCNE, d'une partie des membres du CCNE. Et donc, on avait déjà commencé à travailler l'avis. Le groupe de travail avait déjà présenté sa première vision au CCNE plénier, puisque je vous rappelle que dans le fonctionnement de notre instance,
toutes les décisions sont prises au niveau du CCNE plénier, même si elles sont guidées par les recommandations d'un groupe de travail. Et donc, voilà, il y a eu du retard, comme souvent dans les nominations dans ces instances. Et donc, nous avons continué à travailler, puis le nouveau comité est arrivé. Et évidemment, on n'est pas reparti de zéro, mais il a fallu qu'il s'empare, entre guillemets, du sujet. Donc, il s'est emparé du sujet. Le groupe de travail, à ce moment-là, s'est passé directement sur le mode du travail du plénier complet. Et cet avis a été voté à une très large majorité fin juin 2022. À ce moment-là, depuis le début, et c'est normal sur un sujet de ce type, il existait une partie des membres du groupe de travail, et certains également au niveau du comité plénier, qui portaient un avis nuancé, minoritaire, sur les recommandations qui pouvaient être faites. Et c'est très sain, c'est très sain que sur un sujet aussi difficile, aussi complexe, et c'est le propre même du CCNE, nous puissions avoir des avis minoritaires. Le groupe minoritaire a souhaité, fin juin, au moment où nous avons voté cet avis, réfléchir sur les conditions dans lesquelles il souhaitait présenter son avis minoritaire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas présenté cet avis de façon publique début juillet, comme je l'avais prévu, mais j'ai attendu que le groupe minoritaire me redonne le texte qui lui convenait sous la forme d'une réserve, entre guillemets, qui m'a été donnée dans le courant du mois d'août. Et nous avons rediscuté lors du premier plénier de septembre. Et finalement, cet avis a donc été rendu en tenant compte et en incluant dans l'avis cette réserve pour le début septembre. Si je passe un peu de temps sur ce qui est très chronologique et qui n'est pas le fond de l'avis, c'est pour que les choses soient claires pour tout le monde. Le CCNE est une instance d'intelligence collective. C'est une instance qui doit tenir compte, surtout sur des sujets difficiles de ce type, d'avis soit minoritaires, soit différents. C'est ce que nous avons fait. Sur le fond, la très large majorité du CCNE a voté cet avis. Et la réserve a été votée par 8 membres sur les 45 membres actuels du CCNE. Donc voilà sur les points. Alors ensuite, sur l'avis lui-même, il comprend en fait 3 parties, et je laisserai les rapporteurs disserter un peu sur ces 3 parties. La première, c'est le rappel de tout ce qui a déjà été inscrit, je dirais discuté, fait l'objet d'avis, de comités divers et variés sur la fin de vie au cours des 15-20 dernières années. Et en particulier au sein du CCNE lui-même, qui a déjà pris un certain nombre de réflexions et de positions. La deuxième partie de cette première partie, elle est sur finalement le bilan de la loi Claes-Leonetti. Est-ce que cette loi est suffisamment connue? Est-ce qu'elle est suffisamment appliquée? La réponse est à chaque fois non, pas suffisamment, à la fois par le grand public, y compris les professionnels de santé, avec des disparités régionales, et puis un bilan que vous partagez, que vous avez écrit également, sur le fait que la politique de soins palliatifs menée en France depuis de nombreuses années n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme le nôtre, et qu'il y a encore des trous dans la raquette sur un certain nombre de départements où il n'existe pas encore de services de soins palliatifs, où on a mis les soins palliatifs dans une position un peu dans un corner au sein de la structure hospitalière. Ils sont à la fois à l'hôpital, mais ils ne sont pas tout à fait dans l'hôpital. Et puis surtout, il y a des grandes lacunes en termes de soins palliatifs, par exemple dans les EHPAD, et surtout encore sur les soins palliatifs à domicile, qui pour des raisons diverses et variées ont été très peu développés en France. Donc ça, c'est la première partie qui est une forme de constat. La deuxième partie, et sur laquelle vous aurez plus à nous interroger, est sur finalement, mais même si on a l'ensemble des moyens que nous souhaitons sur les soins palliatifs, sur ce que je viens d'indiquer, y a-t-il un certain nombre de situations auxquelles la loi Claes-Leonetti ne répond pas totalement? Et c'est là où, en effet, on a posé un certain nombre de situations, en particulier pour des personnes, pour des patients
atteints de maladies chroniques, dégénératives, neurodégénératives en particulier, ou atteints de maladies incurables, mais non pas à court terme, puisque la loi Claeys-Leonetti permet de résoudre les problèmes à court terme, mais dans le moyen terme. Ce qu'on appelait dans le moyen terme, c'est quelques semaines à quelques mois, et là où un certain nombre de situations où la loi Claeys-Leonetti ne répond pas totalement à la question. Et là, en effet, on va vous préciser dans quelles conditions éthiques une porte pourrait être entrebâillée sur une vision nouvelle de ce qui pourrait être une aide à une mort dans la dignité. Et puis enfin, dans la troisième partie, et elle est à mes yeux aussi très importante parce que c'est le rôle du CCNE d'être garant que sur un sujet aussi difficile, sur un sujet où on voit bien on touche au fond même de l'humanité, on touche sur des questions individuelles très fortes, très sensibles, eh bien, on puisse laisser s'exprimer, bien sûr, ce qui sera peut-être un vote des parlementaires et des sénateurs, mais qu'avant cette période, il puisse y avoir un grand débat national qui puisse s'ouvrir sur ce sujet. Et on a maintenant, et on sait mieux mener en France ce type de grand débat national. Donc on a recommandé, en effet, et le président de la République, dans son communiqué, nous a suivis, ces trois parties du débat national qui vont porter à la fois sur ce que va porter le CESE avec finalement une convention citoyenne, ce qui sera porté par le CCNE et les espaces éthiques régionaux dans les territoires, comme on l'avait fait lors des États généraux de la bioéthique, avec des réunions d'information pour les citoyens qui sont perdus dans la terminologie, dans un certain nombre de questions et qui pourront, à juste titre, poser des questions à des experts dans un climat de neutralité, même s'il y aura du débat, on s'en rend bien compte. Et puis une troisième partie qui sera menée plutôt par le Centre national de soins palliatifs et de fin de vie, sur ce problème très difficile de comment, finalement, on a médicalisé la mort dans ce pays depuis de nombreuses années. 90% des décès surviennent à l'hôpital. C'est une fonction qui n'était pas forcément celle des médecins, bien sûr, de s'occuper des patients les plus fragiles, mais s'occuper de l'ensemble, je dirais, de la mortalité, c'est une vraie question pour un médecin. Et donc d'écouter les équipes soignantes, soit spécialisées dans les soins palliatifs, soit non spécialisés, mais qui, à différents titres, sont impliqués. On voit bien là les cancérologues, on voit là certains services de neurologie, certains services de réanimation. Cette prise en compte, je dirais, de l'ensemble des équipes soignantes, et pas seulement des médecins, parce que sur la fin de vie, les aides-soignantes ont autant d'importance largement qu'un médecin. Eh bien, sur ces points-là, il est essentiel d'écouter les équipes, même si elles partent plutôt actuellement avec un regard plutôt critique, entre guillemets, sur le sujet. Mais ça pose finalement la question essentielle, et je terminerai là-dessus, est-ce que notre mort nous appartient ou est-ce qu'elle appartient à la société qui l'a déléguée aux médecins? Et cette question fondamentale au plan éthique est mise maintenant sur la table. Très bien. Alors, messieurs les rapporteurs, qui commencent? Voilà. Monsieur Claeys. Oui, bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis heureux de me retrouver au Sénat dans une autre vie. Lorsqu'il y a eu à discuter de cette loi de 2016, j'étais venu au Sénat en débattre et j'en garde un très bon souvenir. Et en plus, lors de la commission mixte paritaire, lorsqu'il a fallu trouver entre les deux assemblées un accord. Avec Régis et sous la présidence de Jean-François Delfraissy, nous avons travaillé avec un groupe de travail sur ce sujet. Et je commencerai par les mots de conclusion du président. Ce qu'il disait pose le sujet de l'équilibre entre solidarité de la société vis-à-vis de ses citoyens et l'autonomie de la personne. Alors pourquoi nous avons décidé de nous autosaisir il y a 1 an et demi? Peut-être pour 3 raisons. La première raison, il y avait un débat fort dans l'opinion
sur ce sujet. Je ne parle pas des sondages qui, pour moi, n'ont pas grande importance sur un tel sujet. Il y a eu des initiatives parlementaires. Et puis, il y a eu un contexte aussi important, la situation des soignants dans les hôpitaux, dans les structures médico-sociales, des EHPAD, où il y avait un mal-être et le message qui était passé était, ça pouvait se résumer, nous n'avons pas les moyens, pas forcément financiers, mais les moyens de prendre en charge correctement les patients. Et puis il y a eu cette période du Covid. Vous êtes des élus, vous savez les drames qui se sont passés dans les EHPAD, non pas du fait de l'épidémie même, parce que les mesures étaient prises, mais toutes les conséquences auprès des familles, auprès des personnes. Les familles n'ont pas pu faire leur deuil. Bref, un climat extrêmement long. Je crois qu'on ne peut pas aborder ce sujet sans avoir tout cela dans la tête. C'est ce qu'on a essayé. Moi, je sais que, en tant que sénatrice et sénateur, vous avez, à travers vos territoires, tout cela en tête. Et puis, il ne s'est pas rien passé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, le Sénat et l'Assemblée, les parlementaires, ont toujours travaillé pour tenir les deux bouts de la chaîne, solidarité et autonomie. Solidarité avec les lois de 1999 sur les soins palliatifs. Je fais une parenthèse, mais à titre individuel, j'espère que le président ne me fâchera pas. Je crois qu'il faudra changer de nom un jour. Il faudra peut-être plus parler de soins d'accompagnement. Parce que soins palliatifs, c'est quand il n'y a plus rien à faire. C'est ressenti comme ça. Comme l'a rappelé le président, et ce n'est pas des petites choses. Dans beaucoup d'hôpitaux, c'est ailleurs. Je crois que les soins d'accompagnement, c'est des soins, c'est véritablement l'institution dans notre pays d'une politique de santé de la personne. De la personne. Et on développe ce sujet sur lequel Régis va venir. Donc 99, c'était quand même, de la part de la nation, une volonté de solidarité. Il y a eu 2002 la loi Kouchner. La loi Kouchner qui renforce, j'allais dire, le pouvoir des patients, pouvoir arrêter un traitement, c'est pas rien. Après, bien sûr, un débat avec l'équipe soignante. Il y a eu la loi de Jean Leonetti en 2005, qui était l'obstination déraisonnable. J'attire votre attention, c'est un sujet qui va revenir d'actualité dans les jours qui viennent. Je crois que c'est autour du 20 octobre, 20 novembre. Il y a une QPC au Conseil constitutionnel où ce sujet va être traité. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. D'un côté, des médecins, l'équipe soignante, qui considèrent que prolonger la vie à la personne est une obstination déraisonnable, et de l'autre, la famille ou une partie de la famille qui considère qu'à travers des directives anticipées, ce qu'il faut vérifier, la personne, quelle que soit la situation, ne souhaitait pas interruption de la vie. Donc c'est, j'allais dire, la confrontation de deux lois, deux droits. Et donc c'est un sujet important. Et enfin, la loi de 2016, auquel j'ai pu participer et que vous avez au Sénat amendé et adopté, c'est 3 nouveaux droits. Les directives anticipées opposables, la personne de confiance et la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc on voit bien à travers ce corps législatif, qui est un cadre, il y a cet équilibre entre solidarité et autonomie. Et je crois que les 3 questions auxquelles nous avons eu à répondre sont relativement simples. Première question, c'est est-ce que ces lois sont correctement appliquées sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a des inégalités territoriales ou sociales dans l'application de ces lois? Nous répondons clairement oui.
des soins palliatifs, vous avez fait un rapport, le Sénat, un rapport très fouillé. Voilà, on en mesure que ce soit les limites géographiques. Certains départements ne disposent pas de soins palliatifs. On en mesure en termes de formation, de recherche et de nombre de PUPH en soins palliatifs. Je crois qu'à ma connaissance, il n'y a pas un laboratoire INSERM sur la recherche sur les soins palliatifs et il n'existe pas, je crois, de PUPH actuellement dans le pays sur ces soins-là. Donc, on voit bien qu'il y a cette inégalité. Et puis, je parlais accompagnement, pour substituer ce mot aux soins palliatifs, il y a cette aussi volonté des familles de mobilité, c'est-à-dire ne pas terminer sa vie à l'hôpital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation dans les EHPAD ou à domicile, il y a beaucoup de retard sur les soins palliatifs. C'est la première chose, la première question à laquelle on devait s'interroger. Et la deuxième question, c'est sur la loi de 2016. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation de cette loi. Mais moi, je vous cite qu'un exemple. Le CHU de Poitiers, que je connais un peu moins mal, la directrice générale a recruté une infirmière qui est passée en cancérologie, soins palliatifs et EHPAD pour populariser ce que sont les directives anticipées. Hein, populariser auprès des patients, mais aussi auprès du corps médical. Sur la sédation profonde et continue, là encore, il y a des insuffisances ou parfois des méconnaissances. Puis l'autre question donc sur la loi de 2016, je ne sais pas ce qu'a décidé le Sénat. Je crois savoir que l'Assemblée a décidé d'une évaluation. Voilà. Bon, ça, c'est au Parlement, c'est à vous de voir quelles seront les évaluations qui seront réalisées. Et la troisième question, qui ne doit pas être dissociée des deux autres, j'y insiste, réduire l'avis du CCNE à l'aide active à mourir, ça serait un contresens, et je pense que ce serait quelque chose qui pourrait fausser totalement le débat. La question qu'on a voulu se poser, est-ce qu'il y a des situations particulières, exceptionnelles, où, y compris la loi de 2016 ne répond pas, et où on peut légitimement s'interroger, y compris dans des situations où les soins palliatifs sont présents. Là, on touche au cœur de l'autonomie. Comment, dans un lieu où la solidarité joue, l'autonomie peut exister aussi. Parce que nous, on pense, et je parle sous le contrôle de Régis et de Jean-François, il ne peut pas y avoir d'autonomie sans solidarité. Car si on considère cela, ça veut dire que notre société décide de laisser aux personnes seules la prise en compte de la mort. Une société qui fonctionnerait comme ça est, à mon sens, inacceptable pour les uns et les autres. Et donc, le sujet de l'autonomie, on l'a abordé, non pas en demandant une réforme, mais on s'est dit, la question que l'on s'est posée, si le législateur décidait d'aller dans cette direction, comment devons-nous aborder ce sujet? Est-ce qu'il est éthique de l'aborder par rapport au CCNE et par rapport aux avis que le CCNE avait formulés précédemment? Et deuxièmement, quel cadre il est nécessaire de mettre en place pour encadrer cette éventuelle avancée? Voilà le travail que nous avons fait. Et je ne reviens pas sur la dernière partie des recommandations. Ce n'est pas notre rôle de dire qu'un référendum n'est pas adapté à un tel sujet, mais nous l'avons dit quand même, parce que je crois que la situation est tellement complexe que c'est vraiment à démocratie représentative d'aborder ce sujet après une conférence citoyenne. Mais Régis va détailler les mesures sur lesquelles nous avons travaillé. Merci. Merci, Monsieur Aubry. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames, Messieurs, d'être attentifs à ces questions
complexe, comme toujours. Hein. Quand on parle de questions de fin de vie, ce n'est jamais simple. Ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut avoir l'expérience de la fin de vie. Hein. Personne n'en est revenu, quoi. Donc on est forcément en questionnement par rapport à quelque chose dont on ne peut pas avoir d'expérience. Et les expériences dont on se souvient sont en général pas des expériences qui laissent des souvenirs autres que douloureux. C'est des expériences de proches qui... Pourquoi il est difficile, à mon avis, de débattre, et ce que nous avons essayé de faire pendant plus d'1 an au sein du CCNE, c'est de prendre un peu de distance par rapport à nos propres expériences de nature personnelle. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que je pense qu'il faut qu'on laisse une large place à vos questions, mais je voudrais peut-être pointer 2 ou 3 spécificités qui ont motivé quand même notre autosaisine. Je parle aussi, alors évidemment en tant que membre du comité consultatif national d'éthique, mais je suis aussi médecin, professeur de médecine palliative, engagé dans ce domaine depuis assez longtemps. Moi, j'avoue que je trouve que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas ignorer un changement de paradigme très conséquent dans le champ de la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, on est confronté à des situations impensées de fin de vie. Et cet impensé, c'est parfois la médecine qui le génère. C'est le corollaire du progrès de la médecine dont on ne va pas discuter, enfin, heureusement d'ailleurs, sauf à être révisionniste à mon sens, hein, mais le corollaire du progrès, et y compris malgré le développement dont on redira qu'il est insuffisant, et j'y reviendrai brièvement, mais le corollaire de ce progrès, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations que Jean-François Delfraissy nommait de personnes qui sont confrontées à des maladies chronicisées, avec une incurabilité de leur maladie. Donc c'est comme si on avait un peu allongé le temps de la fin de l'existence et de la confrontation avec la question de sa propre finitude. Ça touche tous les âges. On a une transformation de certains cancers en maladies chroniques, par exemple. On est en train d'augmenter l'espérance de vie de certaines maladies neurodégénératives. Mais une conséquence aussi qu'on voit régulièrement, elle est liée au vieillissement qui lui-même est lié à ces avancées techniques et scientifiques. On a de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps avec quelque chose qui était une forme d'impensé, une polypathologie. Ils sont atteints de plusieurs maladies synchrones. Les questions qu'on doit se poser, elles sont de 2 ordres, ou de 3 ordres. Le premier ordre de question, c'est comment faire pour que la médecine ne fabrique pas des situations insensées. Elle le peut. Nous le disons dans cet avis, nous l'avions dit dans un avis précédent, ça n'est pas parce que l'on sait faire que l'on doit faire en médecine. Qu'en faire conduit à faire souffrir. Le deuxième axe qu'il faut aborder pour essayer d'éclairer ces questions-là, c'est de se dire est-ce que les différents plans de développement des soins palliatifs, dont un est encore en cours, suffisent ou pas? Et ce sur quoi nous insistons beaucoup dans cet avis, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jean-François Delfraissy, mais j'insiste sur une notion qui est la nécessité aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de vous dire, de développer et d'avoir, pour tous les professionnels de santé, une culture palliative intégrée à leur pratique professionnelle. Ça apparaît extrêmement important. De mon point de vue, ça appelle la nécessité d'actionner un levier, c'est celui de la formation et celui de la recherche. Et ces 2 leviers sont insuffisamment mobilisés aujourd'hui. On ne forme pas les gens suffisamment à la question de la réflexion sur la finitude de l'homme. Les humanités médicales ont en partie disparu. On ne forme pas assez les personnes à la réflexion éthique, qui est une réflexion compliquée, interprofessionnelle, qui nécessite d'apprendre à débattre, à ne pas être sûr de soi, ou pas trop sûr de soi. Mais il n'en reste pas moins vrai
qu'au terme de cette réflexion, et quand bien même nous aurions un développement de la culture palliative intégrée aux soins palliatifs avec une universitarisation effective de ces questions, un développement de la recherche, il n'en reste pas moins vrai que nous sommes et nous serons confrontés à des situations alors qu'on peut qualifier de rares ou d'exceptionnelles, mais de personnes qui, avant la toute fin de leur vie, donc avant le champ dans lequel s'applique la loi actuelle Claes-Leonetti, je parle en particulier de la question de la sédation profonde et continue, on est confronté à des personnes qui, dont l'existence n'est plus que souffrance. Ce sont des personnes qui font des demandes d'aide active à mourir. Ce sont des personnes, celles dont nous parlons là, qui, bien entendu, doivent avoir bénéficié de soins palliatifs. Enfin, on imagine mal que ça soit optionnel. Et nous avons beaucoup réfléchi à cette notion d'aide active à mourir et on distingue, je me permets d'insister parce que la nuance est majeure pour nous, on distingue dans ces aides actives à mourir, on distingue bien la question de l'assistance au suicide de celle de l'euthanasie. Peut-être pour l'assistance au suicide consiste à permettre à une personne d'avoir accès à un produit létal qu'elle se délivre ou qu'elle absorbe elle-même. J'attire votre attention que dans certains États des États-Unis comme l'État d'Oregon, que nous avons particulièrement regardé, on voit bien qu'un nombre important de personnes qui ont demandé l'aide active à mourir et donc l'accès à l'assistance au suicide ne vont pas chercher le produit létal. Et parmi celles qui vont le chercher, ce produit létal, un certain nombre ne l'absorbent pas. Ça n'est pas parce que l'on fait une demande que l'on va au bout de cette demande. À la différence de l'euthanasie, où finalement, si vous répondez à la demande par un acte qui est l'administration d'un produit létal par un tiers, c'est évidemment sans retour. Vous voyez, cette nuance, elle est, de notre point de vue, fondamentale, en ce sens que, pour reprendre ce que disait Alain Claes, nous essayons de travailler sur cette notion de respect de l'autonomie de la personne, tout autant que sur ce devoir de solidarité que nous avons vis-à-vis des personnes en situation de grande souffrance et de grande vulnérabilité. Nous insistons beaucoup dans cet avis, en plus, sur le fait, alors là-dessus, à la lumière de quelques travaux de recherche qui viennent d'être publiés, et nous avons auditionné les chercheurs ou les équipes de recherche qui ont travaillé là-dessus, nous insistons beaucoup sur le fait qu'une demande ne signifie pas une volonté. Une demande, avant qu'elle ne soit l'expression de la volonté, doit être tout à fait analysée. Il y a beaucoup de demandes qui traduisent autre chose que la volonté de mourir, mais l'épuisement de la vie, la souffrance, etc. Donc ces demandes doivent faire l'objet d'une analyse. On imagine mal, quand bien même la loi évoluerait, que l'on accède comme ça, parce que c'est demandé à la possibilité de l'assistance au suicide. Il faut que cette analyse soit fine. Il faut que la demande soit réitérée, qu'elle soit ferme, et que la demande et la volonté soient confirmées par un collectif, et pas simplement par une personne. Donc nous en sommes arrivés à faire cette distinction qui peut apparaître spécieuse à certains, mais qui ne nous l'apparaît surtout pas, entre deux formes d'aide active à mourir, l'assistance au suicide et la question de l'euthanasie, pour les raisons que je viens de vous développer, auxquelles on peut naturellement répondre si vous vous interrogez sur ce point. C'est le segment sur lequel nous pensons qu'effectivement, il pourrait être éthique de faire évoluer le droit dans cette direction. Il nous semble qu'il pourrait y avoir, pour répondre, par solidarité et par respect de l'autonomie de la personne, à certaines situations, qui, de mon point de vue et de mon expérience, il se trouve que je travaille sur ces situations en tant que chercheur, sont très très rares si on y fait bien attention. Mais la rareté ne doit pas nous empêcher de réfléchir à cette réalité. Donc nous sommes arrivés à cette idée qu'il nous faut à la fois imaginer un développement d'une politique d'accompagnement des vulnérabilités, que ce soit le vieillissement ou les soins palliatifs, qui soit à la hauteur des réalités que nous connaissons, des besoins qui ne sont pas couverts en matière de culture palliative, et
C'est ce qui nous différencie d'ailleurs des 8 personnes qui ont souhaité qu'il y ait une alerte. Nous pensons majoritairement que c'est mais nous ne pouvons pas conditionner la réflexion sur une évolution du droit au développement qui serait évalué des soins palliatifs. Bien sûr que nous le demandons. Il n'y aurait rien de pire qu'une loi qui ne s'accompagnerait pas d'une politique, d'une loi autorisant l'aide active à mourir et, si, de notre point de vue, plutôt la question de l'assistance au suicide, et qui ne serait pas accompagnée d'une vraie politique d'accompagnement des situations de vulnérabilité. Ça serait, à mon avis, un peu catastrophique. Et puis, Jean-François Delfraissy l'a dit, et je termine là-dessus, ce qui nous apparaît important, c'est que toutes ces nuances dont nous essayons de vous parler, toutes ces nuances nous apparaissent essentielles à connaître de tous. Nous avons une fâcheuse tendance à vouloir simplifier ce qui est complexe. Et en l'occurrence, je pense qu'il ne le faut pas. Et donc, c'est un peu sur ce point que nous insistons sur l'intérêt du débat public, parce qu'à mon avis, ces questions, cette complexité, elle doit être explicitée. Ça nous apparaît fondamental. Et c'est sur cette base d'une complexité assumée, de nuances qui apparaissent comme essentielles, que nous pouvons, de notre point de vue, envisager une évolution éthique autour à la fois des politiques et du droit. Merci. Merci beaucoup. Donc, plusieurs collègues inscrits. Corinne Imbert, qui avait été co-rapporteure de la mission sur les soins palliatifs. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour vos propos et la présentation de cet avis. Tout d'abord, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, sur le bilan de la loi Claes-Leonetti, c'est un bilan partagé avec le Sénat et notamment avec ce qui est exprimé dans le rapport de la mission d'information sur les soins palliatifs que j'avais eu l'honneur de conduire avec mes 2 collègues, Christine Beaufort-Tidossa et Michel Meunier, qui sont ici présentes. Néanmoins, 6 ans seulement, j'allais dire. Alors, le temps est court, le temps est long. Tout est relatif, évidemment, notamment quand on parle de fin de vie. Mais 6 ans se sont écoulés depuis la dernière intervention du législateur, donc depuis 2016. La situation a-t-elle à ce point changé que le Comité consultatif national d'éthique, qui estimait en 2013 qu'il n'était pas souhaitable de légaliser l'assistance au suicide, puisse juger possible de légiférer à présent dans ce sens. Et l'avis estime en effet qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir, selon les termes employés. Et le rapport cite des phénomènes assez hétérogènes pour justifier l'existence de cette voie, en faisant référence à des éléments objectifs, et c'est ce que le professeur Régis Aubry évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les situations limites que constitue une nouvelle forme de fin de vie avec la médicalisation, et donc cet allongement de la fin de vie. Et puis des éléments subjectifs, et notamment l'extension de situations de solitude, une demande croissante d'autonomie psychique, etc. Et ce que je voudrais savoir, c'est peut-on quantifier ou circonscrire plus précisément les situations objectives. Le sujet ne revêt-il pas au fond une dimension plus subjective qu'objective, dans le sens où il procède moins de la prise en compte de la situation des personnes qui vont mourir que de celles qui veulent mourir, moins de la fin de vie, âprement dit, que du suicide. L'un des arguments les plus persuasifs pour légiférer en matière d'aide active à mourir serait, je mets bien le conditionnel, serait celui selon lequel il s'agit d'une demande claire de la société. Et vous l'avez évoqué, je pense qu'il faudrait exactement savoir l'état de l'opinion en la matière et d'où l'importance d'une consultation. Parce qu'on voit bien que certains sondages un petit peu plus subtils font apparaître une préférence pour les soins palliatifs plutôt que pour l'aide active à mourir et plutôt que l'euthanasie. Mais on parle bien, ici vous avez bien fait de le rappeler, de l'aide active à mourir. Et vous le savez encore mieux que moi, ou en tout cas au moins autant,
la volonté des individus peut changer. Or, quand la loi est votée pour tous. Donc, et souvent, la volonté des individus qui peut changer, les professionnels de santé nous le disent. On l'a entendu quand on a conduit cette mission, des personnes qui arrivent dans une structure de soins palliatifs qui voulaient mourir et puis qui, une fois qu'ils sont accompagnés, la notion d'accompagnement est très importante, effectivement, eh bien, veulent un peu plus de temps à vivre. Donc, c'est pour ça que tout ça est important. Deux questions, remarques. Ne doit-on pas craindre que la modification de la loi pour autoriser l'aide active à mourir ne serve de prétexte pour ne pas développer les soins palliatifs, dont tous s'accordent à reconnaître l'insuffisance sur notre territoire. Et c'est ce que nous avions pointé également, évidemment, et je crois que vous le partagez dans notre rapport. Et enfin, une dernière question. Que pensez-vous de l'évolution de l'expression « mourir dans la dignité » à laquelle certains préfèrent aujourd'hui l'expression « mourir dans la liberté ». Je vous remercie. On va peut-être prendre vous voulez répondre maintenant ou il y a encore deux collègues, on va prendre toutes les questions. Voilà. Bernard Jomier, ensuite Olivier Henno et Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente, merci à vous trois pour vos exposés oraux. Moi, quand j'ai lu votre rapport, j'étais perplexe et je vais vous poser quelques questions et j'ai trouvé vos explications orales plus convaincantes, en fait, ce qui montre bien la difficulté de parler du sujet. C'est-à-dire qu'il fait quand même 80 pages, je ne sais plus, donc beaucoup de choses à écrire, 63, pardon. Mais je trouve que les choses ont été mieux exprimées oralement par vous-même. Et avec cette question quand même fondamentale, puisque c'est un rapport du CCNE, ce n'est pas un rapport politique, cette question du principe d'autonomie qu'on a vu croître au fil des lois de bioéthique. C'est un principe, c'est une valeur qui a grandi, qui a de plus en plus infusé nos lois de bioéthique. Et là, on se pose la question de la limite de ce principe, que Jean-François Delfraissy a illustré parfaitement à la fin de son propos en disant « la question c'est est-ce que ma mort m'appartient ?» Donc c'est une question, je crois, qui nous interroge tous, et moi, à laquelle je trouve la réponse très difficile à apporter, parce que certes, ce principe a pris une place centrale et qu'il faut lui reconnaître, et c'est une demande de la société, mais il ne peut pas ne pas être confronté au principe d'intérêt général, et pas uniquement au principe de solidarité d'ailleurs. Il doit être confronté à d'autres principes que le principe de solidarité. Donc ça, c'est une première question. Alors évidemment, vous n'êtes pas allé au bout dans votre rapport, mais pour le législateur, je crois qu'on ne peut pas trancher cette question d'une nouvelle loi si on ne tranche pas notre rapport, les limites qu'on pose au principe d'autonomie. Deuxièmement, vous posez dans votre recommandation, à la fin de votre rapport, vous avez des termes très forts. Vous posez des conditions strictes auxquelles il serait inacceptable de transiger en cas de législation sur l'aide active à mourir. C'est-à-dire, en termes de langage que tout le monde comprend, des lignes rouges. Et quand on lit vos lignes rouges, c'est à peu près c'est essentiellement sur un réel accès aux soins palliatifs, aux soins d'accompagnement pour l'ensemble des Français. Très bien. Qui croit autour de cette table qu'à échéance de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, vous avez rappelé, Monsieur Aubry, les problèmes de questions de formation notamment, tous les Français auront accès à ces soins? Moi, je ne crois pas un mot. Je ne suis pas là depuis très longtemps, 5 ans, mais je veux dire, les plans soins palliatifs, on les enchaîne. Les assurances ministérielles, on en fait des colliers entiers. Et la réalité, c'est que la situation, elle évolue, hein, je ne dis pas. Mais franchement, à un rythme qui nous met très très loin de l'objectif. Donc, moi, j'ai lu votre avis en béotien comme à l'inverse de ce qui en est sorti dans le débat public. Dans le débat public, c'est le CCNE ouvre la porte à une législation sur l'aide active à mourir, et que moi, quand je lis votre rapport, je lis, c'est pas pour demain. Donc, dites-moi ce que vous avez voulu nous dire très exactement. Et puis, juste de remarque, je pense qu'on ne légifère pas en la matière avec l'expérience personnelle. Et je pense que c'est un biais qu'il faut absolument éviter. J'ai
je le dis à mes collègues, j'ai été très déçu par le dernier examen de la proposition de loi qu'on a eu au Sénat, notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie, que mes collègues de mon groupe politique ont tous voté. Moi, je me suis abstenu parce que je trouve que le débat était beaucoup trop justement porté sur des expériences personnelles. Par contre, il ne répondait pas à une question fondamentale, et je l'ai dit à Marie-Pierre, à la question fondamentale pour moi qu'a rappelé Régis Aubry, qui est le suicide assisté versus l'euthanasie. Parce que ça pose la question, une question fondamentale, c'est le rôle des soignants. Qu'est-ce qu'on accepte que les soignants fassent? Voilà. Est-ce qu'on accepte que d'une façon ou d'une autre, les soignants participent directement à un processus d'administration de la mort? Et cette interrogation, elle a traversé les mouvements de défense des droits de l'homme depuis des décennies. Dans ce qu'était dans d'autres pays, l'implication des soignants dans des process liés à la mort. Et ça, indépendamment du principe d'autonomie. Je veux dire, toute société fonctionne par une répartition des rôles et par des délimitations qui sont compréhensibles par chacun. Au nom du principe d'autonomie, faire qu'un citoyen puisse accéder au suicide assisté est une question. Faire en sorte, donner à des soignants le droit ou la possibilité de participer à ces processus, c'est une autre question. Et une loi qui ne porte pas cette différence-là, c'est une mauvaise loi qui sera inapplicable de toute façon. On va peut-être passer à ces questions. Pour compléter ce que dit Bernard Jomier, l'ordre des médecins qui est concerné, si on parle de la place des soignants, entre autres les médecins, travaillent sur le sujet et on les entendra en commission, puisque le président de l'ordre m'a dit qu'il rendrait un avis plutôt début novembre, après avoir consulté l'ensemble des conseils départementaux de l'ordre des médecins. On va peut-être déjà répondre à ces questions. Ensuite, nous aurons deux autres sénateurs qui se sont inscrits. Qui commence? Un mot. Facteur objectif ou subjectif? J'allais dire les deux. Sur les facteurs objectifs, moi je tiens à le dire, la loi de 2016 ne couvre pas tous les sujets que nous abordons dans cet avis, mais que nous avions abordé, et Régis a joué un rôle dans le précédent avis, qu'on avait abordé à travers situations exceptionnelles. C'est vrai que dans le précédent avis, le CCNE ne demandait pas de légiférer, mais avait posé ce sujet de situation exceptionnelle. Alors il y a un facteur objectif. Le facteur objectif, c'est que la sédation profonde à court terme ne fonctionne pas médicalement lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme. C'est un sujet, je crois qu'il faut qu'on se le dise, là, mais les médecins qui sont autour de cette table le savent bien. Donc, il y a véritablement, sous réserve que les soins d'accompagnement existent, il peut y avoir des situations où la question se pose, même si la solidarité existe. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons abordé l'aide active à mourir. Alors, je ne sais pas si on a été meilleur à l'oral ou à l'écrit, mais quand j'entends ça, ça m'inquiète toujours. Je ne sais pas si on n'avait pas été assez précis à l'écrit, et on a complété à l'oral. Sur les soins palliatifs, on l'a écrit, et nous trois, je crois, nous l'avons rappelé, il peut y avoir tous les plans financiers. Ils sont utiles. Mais ce n'est pas uniquement les plans financiers annoncés par un ministre qui régleront ce problème de soins d'accompagnement. Il faut, y compris dans la communauté médicale, une petite révolution pour que ces soins d'accompagnement figurent dans le processus de soins d'un patient lorsque il y a un diagnostic sur telle ou telle maladie. C'est ça qu'il faut faire. Pourquoi il n'y a pas d'équipe de recherche à l'INSERM? Pourquoi il n'y a pas de PUPH sur ces sujets? Pourquoi
ces soins ne figurent pas au sein de l'hôpital, mais parfois ailleurs. Alors, sur ces sujets, il faut toujours nuancer. Moi, j'ai vu des cas à Toulouse, par exemple, en soins de cancérologie, où les soins d'accompagnement, les soins palliatifs, sont fixés dès le début du traitement, et non pas, comme dans la plupart des cas, des soins qui interviennent quelques jours avant le traitement. C'est pour ça que le mot palliatif, un jour, il va falloir qu'on s'interroge là-dessus. Donc, voilà. Alors, ça ne nécessite pas une loi, ça. Mais il faut véritablement que, si le législateur décide d'aborder à nouveau ce sujet, de point de vue réglementaire et à travers des actes, très concrètement, que sur l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, il y a des programmes fléchés sur ces soins d'accompagnement. D'autres pays le font. Qu'il y ait, au niveau de la conférence des présidents d'université, des instructions faites pour nommer des PUPH dans un certain nombre de secteurs. C'est ça, les actes qu'il faut. Alors, concernant l'aide active à mourir, je crois qu'on a été très clair. D'une part, on a dit si le législateur décide. Et comme l'a rappelé Régis, on envisage 2 cas. Un, c'est l'assistance au suicide. Et là, nous mettons très clairement le cadre dans lequel on ne doit pas sortir, c'est-à-dire la recherche du consentement à travers une autonomie exprimée par la personne. Et ça, je crois qu'on l'exprime très clairement. Mais on a voulu, et c'est pour ça qu'on a été jusqu'au bout, qu'une personne autonome psychologiquement, qui fait cette demande, mais qui physiquement n'a pas la possibilité de faire l'acte, on a voulu aborder ce sujet. En abordant ce sujet, on aborde l'euthanasie. Et là, le groupe de travail et le comité plénier n'a pas voulu trancher sur ce sujet. Il a laissé le législateur en disant il y a 2 possibilités. La possibilité, la solution actuelle, c'est-à-dire qu'à un moment, dans des conditions particulières, le médecin prend la responsabilité sous le contrôle d'un juge, ou la deuxième solution, c'est de lever cet interdit de donner la mort et aborder le sujet de l'euthanasie. C'est pas trahir une délibération, pas sous le contrôle du président, que dans la large majorité que nous avons eue pour cet avis, au sein de cette large majorité, les avis étaient très partagés sur ce sujet précis. On n'est pas là pour nous rédiger un projet ou une proposition de loi. On était là pour mettre les sujets sur la table le plus concrètement possible. Peut-être un complément de réponse. Enfin, si on dispose de plusieurs jours là, pour débattre, on engage le débat sur la question de l'autonomie et de la dignité, si vous voulez. Parce que ce sont des sujets... Mais vous avez raison dans ce que vous pointez, monsieur le sénateur. C'est sûr que avoir une vision assez absolutiste de l'autonomie n'est pas adapté. Plus on est malade, moins on se connaît, plus on se surprend, plus il est difficile d'exercer son autonomie. Et plus on a besoin, pour exercer son autonomie, d'autrui, ce qui peut paraître un paradoxe. Mais c'est en particulier comme cela qu'on peut définir la relation de confiance qu'on peut avoir avec des malades. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette dualité pour que la personne chemine, etc. Vous disiez qu'il y a beaucoup de demandes qui changent. Alors là, on a maintenant effectivement des travaux qui avaient été publiés par l'Institut national des études démographiques, qui ont fait l'objet maintenant de travaux plus qualitatifs, qui montrent que plus on s'approche de la fin de son existence, plus souvent on change d'avis. Donc c'est difficile de s'arrêter sur un avis à un moment ou à un autre. Mais ce qui serait grave également, ça serait de nier l'existence d'une autonomie à la personne, au seul motif qu'elle est gravement malade. Je pense réellement qu'on ne peut pas nier le fait que certaines personnes, et particulièrement dans ce champ dont nous avons parlé, qui n'est pas celui qui était couvert par qui est couvert par la loi Leonetti-Claes de 2016,
Nous avons des personnes qui cheminent pendant des semaines et des mois, dont la demande peut être considérée comme l'expression de leur volonté parce que cette demande est élaborée, qu'elle est discutée, qu'elle a effectivement, qu'elle est le fruit d'une cheminement. On ne peut pas le nier parce que je pense qu'il y aurait quelque chose d'irrespectueux, d'indigne, à penser que, au seul motif que la personne est à la fin de son existence, elle ne peut plus avoir d'autonomie ou qu'on ne peut plus lui conférer une autonomie. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut un travail. Alain Claes insistait sur la notion d'accompagnement. On le dit dans cet avis, on l'a dit dans d'autres avis. Ce qui ressort de nos réflexions, c'est que tout ce travail d'accompagnement, ce travail d'écoute, ce travail d'aide au cheminement, c'est un travail pour les soignants qui doit être valorisé. Il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Il ne l'est pas. On valorise, avec les dispositifs en cours, comme la tarification à l'activité, on valorise beaucoup plus l'acte technique, mais l'acte relationnel, l'acte humain, dans son expression la plus profonde, n'est pas suffisamment valorisé. Et je pense qu'il y aurait un risque à ne pas... C'est ce que nous disons dans cet avis, nous l'avons dit probablement pas suffisamment clairement, mais il y aurait un risque de se tourner que vers cette question de l'évolution du droit, sans se tourner vers cette question de la nécessité de développer une vraie culture de l'accompagnement, qu'on appelle une culture palliative. On peut changer les mots, mais c'est le sens qui compte de mon point de vue. Quant à la question de la... Et de mon point de vue, la question prioritaire n'est de mon point de vue pas celle de l'évolution du droit, mais celle de l'orientation des politiques dans le domaine de la santé. Considérons-nous que dans notre pays, l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, indépendamment soins palliatifs, vieillissement, excusez mais je parle bien de personnes en situation de vulnérabilité. Est-ce que nous considérons que dans notre pays, nous avons un devoir de solidarité et donc d'accompagnement de ces personnes? Si oui, à ce moment-là, nous pouvons bien entendu analyser des réalités qui, comme nous l'avons dit, existent, quoi qu'on veuille le dire. Donc c'est pour moi extrêmement important que nous réfléchissions au-delà de la question stricto sensu de la fin de vie sur l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Je crois d'ailleurs que le débat public, il doit être un prisme au travers duquel on voit notre rapport à la question de la vulnérabilité, à la question de la solidarité. Je fais partie de ceux qui pensent que nous faisons société parce que nous faisons solidarité. C'est la raison d'être, la solidarité vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité, de ce qui fait le ciment de la société. Donc évidemment, vous voyez où est mon orientation ou mon souhait. Juste pour terminer, Alain, sur cette question de la terminologie et de la dignité, je préfère parler de dignité comme le faisait Robert Badinter, si je peux me référer à lui, pour les personnes qui sont en vie, quelles que soient les personnes et quelle que soit leur vie, quelle que soit leur... elles sont dignes. Il y a une forme ontologique au sens de la dignité. Je leur rapproche plus cette question de la dignité à la question de la vie qu'à la question de la mort ou du mourir. Ça m'apparaît un débat sans fin si on veut ressortir ou exhumer cette question de la terminologie mourir dans la dignité. Entre guillemets, je préférerais qu'on réfléchisse à vivre dans la dignité. On l'a pas retenu. On n'a pas retenu dans notre avis, hein, c'est clair. Volontairement, nous ne sommes pas allés sur ce terrain. On entend mourir dans la... Ils n'utilisent plus mourir dans la dignité, mais mourir dans la liberté. Voilà, encore quelque chose qui demandera 3 jours de... La liberté, c'est encore autre chose que l'autonomie. Hein. Avez-vous entendu, mais c'est une expression qu'on entend. Oui, vous avez raison. On emploie ces mots, mais nous en sommes tenus aux mots que nous avons utilisés. L'autonomie, en la nuançant, comme je viens d'essayer de le faire, et la solidarité. Ça nous apparaissait plus important que d'employer les mots de dignité et de liberté, qui sont des mots valises et qu'on peut utiliser dans un sens ou dans l'autre. Professeur Delfraissy. Non, rapidement, pour essayer de finir de répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu. D'abord, sachez que le CCNE, dans son ensemble, se rend compte de l'extrême complexité de ce sujet.
il se veut comme une boussole. Cet avis se veut comme une boussole comme un processus de démarrage d'une grande discussion. Tout ce qu'on écrit sur ce sujet, la main tremble. La main tremble parce qu'on touche à quelque chose d'extrêmement fondamental. Vous en avez tous conscience. À l'inverse, d'autres pays autour de nous, de civilisations, de cultures certes différentes, mais parfois assez proches, ont su doucement évoluer ou sont en train d'évoluer. Donc il est aussi assez logique que la question se pose en France. Répondre à la question, le CCNE avait un avis différent il y a 7 ou 8 ans. Avait un avis d'abord peut-être pas si différent, parce que j'ai en tête, et vous étiez membre du CCNE à cette période, Madame la sénatrice, dans l'avis 129, où nous avions juste après les États généraux de la bioéthique, nous avions déjà évoqué certaines situations très particulières qui pouvaient exister. Et puis, je dirais même que j'irai plus loin, c'est-à-dire que est-ce que le CCNE est là pour tenir, quoi qu'il en coûte, un certain nombre de valeurs qui elles-mêmes se contredisent, on l'a bien vu, entre autonomie, liberté, sens très global de la réponse sociétale, ou est-ce qu'il est là aussi pour tenir compte des évolutions qui existent dans notre société? Un CCNE qui n'évoluerait pas, je dirais, sur un certain nombre de questions, alors même que les questions sont en train de se poser de façon différente, serait toujours là, mais somme toute, pourquoi faire? Et très clairement, ça a été indiqué, ce qui a évolué, et vous en avez conscience, enfin, moi je suis un vieux médecin, hein, j'ai connu l'évolution des soins palliatifs en France, on est toujours en train de pleurer tous, mais ça a énormément évolué, vous vous rendez pas compte, hein. Cette question est sur la table. Il y a eu d'énormes progrès de fait, à la fois pas suffisamment, il faut qu'on continue d'évoluer. Mais donc, ça a évolué, et deux, la médecine, et Régis l'a très bien rappelé, nous met maintenant dans certaines conditions très particulières. Quand vous êtes en 5e, 6e ligne de chimiothérapie pour une femme avec un cancer de l'ovaire qui est en stade 4, où on peut s'interroger sur remettre encore une 6e ligne, et so what? Est-ce que la médecine, dans une certaine mesure, ne conduit pas, dans certaines circonstances, à des situations très complexes? En cancérologie, c'est en train également de se produire. On a eu un progrès extraordinaire avec l'immunothérapie, vous le savez, à côté des chimios. Et inversement, on est en train de transformer maintenant, avec une série de succès, mais aussi d'évolution, avec une série de patients qui rentrent dans des états de chronicité, et là aussi de 3e, 4e, 5e ligne, et ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc notre monde est en train de changer. Est-ce que le CCNE doit par principe ne pas évoluer, ou est-ce qu'il doit tenir compte aussi de l'évolution à la fois de la science et de l'évolution sociétale? Alors la deuxième question auquel on n'a pas répondu, je voudrais y répondre, et tu as posé une très bonne question, hein, c'est les soignants. Alors, je l'ai vécu, moi j'ai vécu des choses, l'évolution qui s'est passée au moment du sida, dans une période extrêmement difficile des années noires, des années 90-94, où on a été amené à prendre un certain nombre de décisions. Il n'y avait pas de loi. Et mes jeunes agrégés m'ont toujours dit, vous avez pris à ce moment-là un certain nombre de décisions, votre âme et conscience, avec les équipes soignantes, en ayant d'ailleurs interrogé le Conseil de l'Ordre qui ne répondait pas, et nous, on ne peut pas les prendre, parce que vous avez construit ensuite des lois. Et maintenant, la jeune médecine se vit avec les lois. C'est comme ça, on peut le regretter, hein, ou ne pas le regretter, mais ils vivent avec les lois. Et ils ont ça en tête. Alors, la question posée n'était pas celle-là, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à demander aux médecins de sauver de la mort et de donner la mort? Bien sûr qu'il y a une contradiction majeure, et tu le sais parfaitement. C'est bien pour ça que dans les modèles, entre guillemets,
Et il faut bien distinguer, et Régis l'a très bien fait, de distinguer ce qui est l'aide, l'assistance, entre guillemets, par rapport à l'euthanasie. Et si je regarde le modèle suisse, par exemple, il y a bien une décision médicale collégiale de pouvoir fournir le médicament, et le médicament est fourni par une association, et vous le savez, qui fait une grande partie du job en Suisse là-dessus. Bon. Mais ça existe également en Oregon. Les modèles sont un peu différents en Belgique et dans d'autres pays, et en Hollande en particulier. Alors, il y aura sûrement un devoir de réserve, et le Conseil de l'Ordre l'a déjà souligné, et bien sûr, cette question va se poser. La vraie question qu'il y a derrière, c'est est-ce que, compte tenu du changement que 90% des décès ont lieu maintenant dans un milieu médicalisé, est-ce qu'on reste finalement avec l'ensemble des décisions qui restent entre les mains des médecins, ou est-ce qu'on laisse une partie de ces décisions entre les mains de l'individu? Et que si les médecins, en effet, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas participer à cette décision, ils ont bien sûr un devoir de réserve qui est parfaitement jouable et qu'on a déjà exercé dans d'autres conditions, vous le savez. C'est un problème essentiel. L'Espagne, il y a 3 ans, a construit une loi qui a été votée dans des circonstances un peu rapides, sans écouter, sans prendre le temps de discuter avec les équipes soignantes, et cette loi est bloquée. Elle n'est pas appliquée parce que les équipes soignantes ne souhaitent pas et ne veulent pas l'appliquer. Donc en effet, un des très gros risques d'évolution possible, c'est si on ne prend pas le temps de discuter avec l'ensemble des équipes soignantes. Et c'est pour ça que l'enquête du Conseil de l'Ordre est intéressante. J'entends par équipe soignante non seulement les médecins, mais les aides-soignantes. Et vous verrez, vous écouterez probablement l'ensemble, et vous verrez qu'il y a parfois de grosses nuances, et que la fin de vie appartient aussi bien aux aides-soignantes qu'aux médecins. Et deuxièmement, que les médecins ne sont pas seulement les médecins des soins palliatifs, mais qu'il y a également tout un corps médical, les cancérologues, etc., qui accompagnent leurs patients et dont il va falloir également écouter l'avis sur le fond. Je me permets de renforcer juste une seconde ce que vient de dire Jean-François Delfraissy. L'implication du professionnel de santé dans l'assistance au suicide n'a rien à voir avec l'implication du professionnel de santé dans l'euthanasie, je l'ai dit, et c'est fondamental à mon avis de faire cette différence. Et c'est pourquoi nous l'avions fait remarquer dans des discussions avec la proposition de loi portée par M. Falorni. Cette distinction n'était pas suffisamment faite et qu'il faut, à mon avis, c'est trop important pour que nous nions cette réalité fondamentalement différente. Merci beaucoup. Alors, Olivier Hennaut, ensuite Daniel Chassaing, Victoire Jasmin. Olivier Hennaut. Merci Madame la Présidente, merci pour vos exposés, tout en nuance et évidemment avec la part de doute qu'on doit toujours avoir sur ces sujets. Lorsqu'on vous a auditionné lors du projet de loi de bioéthique, vous aviez, monsieur le professeur Delfraissy, dit cette phrase terrible, j'avais trouvé ça terrible, mais ô combien juste, on meurt mal dans notre pays. Moi, j'avoue que ça m'avait beaucoup marqué. Alors, il y a la question des EHPAD, mais il me semble pas seulement. Alors, c'est empirique, ce que je vais exprimer là. Mais je viens aussi d'être un peu interpellé par le chiffre de 90% des personnes meurent à l'hôpital. 90% des personnes meurent à l'hôpital. Et puis vous avez eu cette phrase « Notre mort nous appartient-elle ou appartient-elle à la société qui l'a déléguée aux médecins ?» J'ai un peu le sentiment que le principe d'autonomie monte dans notre société aux dépens du principe de solidarité. Mais au fond, il n'y a pas que sur ce sujet, forme d'individualisme qui correspond aussi à une forme d'américanisation de la société, de cette culture américaine qui nous envahit peu ou prou tout de même. Bon. Et souvent, j'entends les gens qui se rapprochent de la mort dire « Moi, je voudrais mourir chez moi ». Mais c'est un truc qu'on entend tout le temps.
Or, de fait, c'est loin d'être le cas. Et je pense que ça participe à l'accroissement de l'angoisse de la mort. Et je pense que ça participe aussi à la montée du principe d'autonomie. Et donc, ma question, mais de manière totalement empirique, sans avoir de solution, est-ce que c'est inéluctable, cette question de 90% de personnes qui meurent à l'hôpital? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin pour à la fois mourir dans la dignité et mourir chez soi? Voilà la question que je me pose très fréquemment de manière assez empirique. Je vous remercie. Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Professeur et merci messieurs pour toutes ces explications qui ont été données. Et vous avez effectivement indiqué qu'il y a des situations difficiles à tous les âges, avec les cancers, les maladies neurodégénératives, des situations rares. Est-ce que la loi suffit? Vous avez répondu qu'effectivement, il y a des situations où elle est peut-être pas suffisante. Mais je reprendrai ce qu'a dit Olivier Henno. Si il y a peu de personnes qui meurent à domicile, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. D'accompagnement, si vous voulez, de la famille, d'accompagnement aussi du médecin ou de l'infirmière qui aura des difficultés lorsque, dans les derniers jours, elle n'aura pas forcément pourra pas régler, ni le médecin, toutes les situations, puisque lorsqu'on est à l'hôpital, on est quand même, on peut avoir des drogues beaucoup plus facilement qu'à domicile, mais tout est le problème d'accompagnement. Et je pense que c'est pas suffisant, parce qu'on sait que même si l'immunothérapie a fait beaucoup de progrès, et heureusement il y a des guérisons, même lorsque on est dans des stades, comme vous l'avez dit, très avancés. Mais on sait quand même que dans certains cas, malgré les soins, on sait que progressivement ça va s'aggraver et on n'aura pas de guérison et on va arriver au moment où on va être en difficulté. Et je pense que c'est là où on n'a pas suffisamment d'accompagnement qui a commencé depuis déjà plusieurs mois. Et c'est simplement à la fin, parce que lorsque on accompagne les gens, ils n'auront pas cet avis, si vous voulez, de vouloir mourir, ou si on les accompagne d'abord psychologiquement, mais aussi au niveau de l'aide au soulagement. Donc moi je pense que c'est là le gros problème, parce que la loi Léon-Niclès a fait énormément de progrès. Lorsqu'elle est appliquée dans des départements, notamment des départements ruraux comme la Corrèze, où il y a des soins palliatifs qui se déplacent dans les EHPAD, même à domicile, eh bien, notamment dans les EHPAD, on a quand même beaucoup moins de difficultés et les familles apprécient bien sûr beaucoup cet accompagnement. Mais cet accompagnement des soins palliatifs et sur les derniers jours, lorsqu'on leur fait rappel, ou les dernières semaines, je pense qu'il faudrait qu'il soit pris en amont. Mais est-ce qu'on doit changer une loi ou simplement l'adapter parce que, en fait, dans certains départements, ça n'existe pas? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer cette loi dans le sens de l'accompagnement, c'est-à-dire renforcer en fait les soins palliatifs, y intégrer, comme vous l'avez dit, les autres médecins qui interviennent en amont, notamment l'équipe avec l'infirmière et l'aide-soignante? Victoire Jasmin. Oui, merci Madame la Présidente, merci aux différents intervenants. Moi, j'apprécie le débat que nous avons ici, un débat où on parle quand même de solidarité, de dignité, et on parle également de souffrance des soignants.
Pourtant, je n'arrive toujours pas à comprendre comment a-t-on pu banaliser l'administration du Rivotril il y a quelques mois. On n'a pas tenu compte de tout cela. Voilà, merci. Merci. Moi, j'avais, avant de passer à la question, cette notion de mourir dans la dignité, moi, m'a toujours un peu, je l'ai dit à chaque fois qu'il y a eu les débats, je veux dire, on a tous dans notre entourage connu des gens qui étaient en fin de vie, avec parfois, en effet, une fin de vie qui n'était pas celle qu'ils souhaitaient et qu'on souhaitait pour eux, mais jamais, à aucun moment, on a jugé qu'ils étaient indignes. La dignité, elle est jusqu'au dernier souffle. Et le nom de cette association, Droit de mourir dans la dignité, moi, me perturbe complètement à un côté que je trouve un peu choquant même. Donc ça, c'est ça. Bon, ce qui s'est passé en Belgique avec cette jeune femme qui était en grande souffrance après des attentats, quel est votre regard en effet sur cette situation? Et puis, il y avait des articles, bon, peut-être comme tous les articles de journaux du week-end, peut-être un peu réducteurs, mais qui disaient que des mutuelles se positionnaient aussi. Et ça incite un peu, et ça revient à la question que posait Corinne Imbert, est-ce que finalement, c'est pas aussi une solution de ne pas développer des soins palliatifs? Alors, c'est peut-être un peu loin de dire qu'il y aura un côté économique derrière. Hein. Je n'irai pas jusque-là parce que ce serait sûrement caricatural. Mais néanmoins, ça fait poser beaucoup de questions. Sur la question, on meurt mal en France, on en a déjà beaucoup discuté avec Jean-François. Je pense que nous ne reprendrions pas vraiment cette expression aujourd'hui parce que si on la retourne, il faut qu'on se dise qu'est-ce que ce serait bien mourir. Et nous ne savons pas répondre à cette question. Je crois même qu'il serait un peu hasardeux d'imaginer que l'on puisse mourir heureux. Enfin, excusez-moi, mais je pense que c'est une épreuve. Ça fait partie de ces épreuves de la vie. C'est pas la seule d'ailleurs, hein, qui ne peut pas être autrement que douloureuse. Quand on disait cela, on le disait pour dire, en réalité, souligner l'insuffisance des moyens dont on a parlé ici. Vous évoquiez les uns et les autres la question du domicile et en particulier parce que on devrait aussi distinguer, compte tenu de ce qu'on vient de dire aussi, du fait que la fin de vie, le temps de la fin de vie est en train d'augmenter de façon considérable, on devrait distinguer la question du lieu de la fin de vie, d'éventuellement du lieu du mourir. Et c'est bien du lieu de la fin de vie qu'il s'agit quand les gens disent « j'aimerais autant pas finir à l'hôpital parce que ça pourrait être une longue période ». Et quoi qu'il en soit, si le domicile est plébiscité, dans tous les travaux qui ont été publiés sur ce point de vue-là, on voit bien qu'il est quand même difficile de permettre la fin de l'existence au domicile. C'est difficile parce que notre société a totalement changé en 50 ans. La possibilité de garder à domicile quelqu'un qui, pendant des semaines, des mois, est dépendant, douloureux, etc. Il n'y a plus de familles multigénérationnelles, enfin d'habitat multigénérationnel, ils ont pratiquement disparu. C'est déjà une explication. Puis il y a une explication extrêmement importante. Il se trouve que j'ai dirigé l'Observatoire national de la fin de vie. Nous avions beaucoup travaillé sur cette question. Il y a des professionnels qui, en France, par rapport à d'autres pays, ne sont pas assez valorisés. Jean-François, tu parlais des aides-soignantes, mais je parlerai des aides à domicile. Voilà une profession insuffisamment formée, insuffisamment rémunérée, insuffisamment reconnue, qu'on envoie au casse-pipe littéralement. Et donc, nous ne trouvons pas assez aujourd'hui d'aide à domicile. C'est probablement le nœud gordien du maintien à domicile. Enfin, un autre aspect, un autre nœud gordien du maintien à domicile, c'est de ne pas être seul. Et on cite quelques rapports dans notre avis qui montrent, le rapport des petits frères des pauvres en particulier, qui montre combien la solitude augmente à la fin de la vie dans ce pays de façon très très inquiétante. Et mourir seul, ça rend les choses impossibles. Vous voyez bien quelque part, quand vous posez cette question, qui est tout à fait juste de mon point de vue, les réponses à apporter dépassent le strict cadre de mon point de vue de la fin de la vie. C'est qu'est-ce qu'on veut en termes de politique d'accompagnement des vulnérabilités, parce que la même question se pose pour des personnes dont on ne dit pas qu'elles sont en fin de vie, mais dont on pourrait penser qu'elles sont à la fin de leur existence. Ce sont certaines personnes âgées. Nous avions commis un autre avis, l'avis 128, il y a quelques années, qui montrait que lorsqu'on contraint des personnes à aller là où elles ne souhaitent pas aller,
dans certains EHPAD. Il ne s'agit pas d'une critique des EHPAD. Il s'agit d'une critique de l'absence, l'insuffisance des alternatives. Eh bien, elles ne peuvent pas bien finir leur existence. Certaines choisissent le suicide. C'est aussi pour ça que nous sommes très vigilants à faire coexister notre réflexion sur l'évolution du droit à l'obligation d'avoir des politiques d'accompagnement des vulnérabilités. Et puis, juste un mot par rapport à votre question sur le Rivotril. Il y a eu, vous vous rappelez peut-être que pendant la première vague, je parle sous ton contrôle, hein, Jean-François, il y a eu, face à une pénurie du midazolam, qui est un médicament que nous utilisons pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Face à une pénurie qui était liée à une utilisation massive dans les services de réanimation, il y a eu une insuffisance de disponibilité de ce médicament midazolam. Et il y avait en même temps, à ce moment-là, je parle de la première vague, des situations de fin de vie à domicile ou dans les EHPAD qui nécessitaient que nous ayons parfois recours à un médicament pour endormir les personnes. À défaut du midazolam, il y a eu une autorisation temporaire d'accès au Rivotril, qui est un autre médicament, mais ça n'est pas le médicament le plus adapté, puisqu'au contraire, la Haute Autorité de Santé avait démontré que ce n'était pas celui-ci auquel il fallait référer, mais un autre. Mais maintenant que cette pénurie n'a plus lieu, il n'y a plus d'utilisation et d'indication à utiliser du Rivotril. Juste un mot. Au-delà de la vie, je pense que ce soit le législateur, que ce soit l'exécutif ou que ce soit des organismes qui réfléchissent sur ce sujet, c'est vrai, Jean-François Delfraissy a raison, que de progrès franchis sur ces soins dits palliatifs. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une petite révolution encore à faire sur ce sujet que j'appelle soins d'accompagnement. Si on ne prend pas un certain nombre de mesures, on tournera en rond pendant longtemps. Je vous prends un seul exemple. La T2A. La T2A, ça a été un progrès à l'hôpital d'introduire ce mode de financement par rapport aux dotations de fonctionnement. Mais je suis convaincu que vous-même ou l'exécutif auront à se poser la question est-ce que ces soins d'accompagnement ne doivent pas sortir de la T2A? Je pense que ce sujet, il est devant nous. Et je pense que prendre une telle décision aurait beaucoup plus d'efficacité que tous ces plans de soins palliatifs, quels que soient les gouvernements, on a mis. Donc c'est un sujet qui est devant nous. Sur la mobilité, parce que c'est ça cette question de ne pas mourir, pas vouloir mourir à l'hôpital, il y a des choses concrètes, mais vous le connaissez par cœur. Les EHPAD, moyenne d'âge 87 ans et demi, le vendredi à 18h, il n'y a plus d'infirmières. Le médecin coordinateur n'est plus là, donc s'il y a demande un problème, aux urgences. Et tous les chiffres, tous les connaissons. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on doit peser. Puis il y a un dernier sujet. Je crois que on n'a pas fini de réfléchir à cette notion par rapport à ce que disaient Jean-François et Régis, par rapport au progrès scientifique, et c'est un sujet peut-être qu'on aura abordé, nous, au CCNE, sur cette notion d'obstination déraisonnable. Est-ce qu'on a été au bout de la réflexion? Je pense que c'est sûrement un sujet pour nous, CCNE, mais pour vous, législateurs, sur lequel il faudra à nouveau réfléchir. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, moi je voudrais vous remercier, messieurs, en tout cas, de ce rapport qui est riche et particulièrement instructif sur un sujet compliqué, il est vrai. J'ai une question et une remarque. Ma question, pensez-vous que nous avons les moyens, et je pense que c'est un passage obligé pour moi, je voudrais avoir votre avis, de pouvoir évaluer, d'être en capacité d'évaluer cette loi de 2016 dans toutes ses composantes, avant peut-être d'élucubrer et d'aller plus loin sur ce sujet. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. En tout cas, moi, j'en suis personnellement convaincu.
Et puis, je voudrais insister sur cette idée que vous avez développée, mais à mon avis, pas suffisamment, que la finitude n'est pas un échec. Et je crois qu'on est encore, malheureusement, trop enclin à penser aujourd'hui, dans notre société, mais pas qu'en France, que la finitude est un échec. Je vous remercie. Très bien. Qui répond? Peut-être sur l'évaluation de la loi Claes-Leonetti, bon, on touche là du doigt le fait que nous avons une culture assez faible en France de l'évaluation des politiques publiques. C'est à la fois, on fait assez peu de choses, disons-le, dans le domaine de la santé qu'on connaît le mieux, mais ailleurs aussi, me semble-t-il. C'est en plus fait souvent par des cabinets d'audit extérieurs. Il y a assez peu de demandes à l'université où il y aurait une expertise qui pourrait aider, entre guillemets, à une forme d'évaluation des politiques publiques. Et il n'y a pas, à ce jour, en tout cas nous l'avions demandé dès le début de la réflexion du groupe de travail dès juin 2021, mais il n'y a pas à ce jour de bonne évaluation claire au niveau du ministère de la Santé, en tout cas nous ne l'avons pas, de la loi Claes-Leonetti. Alors, je pense qu'il y a une demande qui a été faite, je crois, avec une enquête Cour des comptes demandée par l'Assemblée nationale, et qui est prévue pour avoir une première forme d'évaluation au mois de mars. S'il y avait d'ailleurs, au passage, s'il y avait une évolution dans la loi, et peut-être qu'il n'y aura pas d'évolution dans la loi, enfin, il faut être clair, hein, il serait fondamental, à nos yeux, que les parlementaires et les sénateurs, au sens très large du terme, puissent demander, dans le cadre même de la loi, qu'il y ait une évaluation de la nouvelle loi dans un temps donné. Hein. C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est faisable, je ne connais rien dans les pratiques parlementaires, mais ça devrait être vraiment sur des grandes décisions de politique publique, ça paraît fondamental. Bon. Donc la réponse, oui, on l'aura dans un délai je dirais au printemps de 2023, c'est-à-dire à un moment donné où la Convention citoyenne sera en train de se terminer et où il y aura donc probablement un ensemble de données qui vont construire un peu le mécano de nos connaissances. Hein. Voilà. La Cour des comptes, c'est sur les soins palliatifs. Oui, sur les soins palliatifs, mais il y a également probablement j'ai compris qu'il y aurait une demande, probablement passant par l'IGAS, hein, de l'Assemblée nationale sur évaluation de la loi Claes-Leonetti. Voilà. Je te laisse répondre pour la suite. J'ai juste oublié la question. C'était quoi l'autre C'était la fin de vie n'est pas forcément une... Enfin, ne considérons pas la finitude comme un échec. Merci. Voilà. Oui, mais vous avez raison. Quand vous parlez de cette assimilation, littéralement, qui est faite par les médecins, en particulier de la fin de la vie et de la mort comme étant leur échec, il y a quelque chose qui biaise totalement la possibilité, au contraire, d'être dans un cheminement. Mais ça rejoint aussi toute une discussion sur la nécessité de penser ce qu'on appelle par ailleurs des niveaux de soins. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que l'on sait faire que l'on doit faire. On devrait interroger, face à la complexité et de façon très interdisciplinaire, le sens même de ce que soigner veut dire et de ce que traiter veut dire. Et parfois, et c'est probablement la décision qui aujourd'hui est la plus difficile pour un médecin, décider de ne pas faire est quelque chose qui peut être plus bénéfique que décider de faire. Nous en avons beaucoup parlé de cette question que vous posez là, parce que dans un autre avis en préparation, on voit bien que cette question interroge le sens même de ce que soigner veut dire et de ce que vivre veut dire. Et qu'en miroir de cette question qui n'est pas abordée, eh bien, il y a la souffrance des soignants.
quand vous ne savez plus pourquoi vous travaillez, quand vous ne vous posez plus les bonnes questions, vous avez, de mon point de vue, une des explications, ça serait assez réducteur de le réduire à cela, mais c'est une explication importante de la souffrance actuelle dans le monde du soin et de la santé. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, de mon point de vue, de développer, probablement dans un autre avis nous en reparlerons, mais de développer non pas simplement une culture du soin palliatif, mais une culture de la réflexion éthique. Hésiter, ne pas être sûr de soi, travailler collectivement, interroger les limites du savoir, les limites de la vie, les limites du sens, eh bien ceci peut s'apprendre. Mais ceci s'éprouve de façon... Il faut valoriser le travail en équipe, il faut valoriser le temps. Nous faisons le constat dans d'autres travaux que nous menons que parfois les temps des personnes malades et des familles ne croisent plus les temps des soignants. C'est quelque chose qui est dramatique, ça, de mon point de vue. Pour être peut-être plus clair, juste 2 minutes. Non, pour être clair, parce que Régis vient de dire peut-être dans un prochain... Et je vais clairement vous expliquer. Nous sortirons un prochain avis, probablement d'ici la fin octobre, sur enjeux éthiques et quelles valeurs pour la reconstruction du système de soins. Et qui pose vraiment au cœur de cet avis la notion du temps, et la notion du temps du soignant, et la notion du temps du soignant pour les familles et la notion du temps pour les patients est un élément clé de cette reconstruction et que c'est une valeur fondamentale qui a été beaucoup négligée au cours des dernières années. Donc voilà, c'était pour clarifier ce que tu venais de dire. Voilà. Donc ce qui veut dire que nous aurons prochainement une nouvelle audition du CCN pour que vous nous présentiez cet avis qui est en effet majeur. Merci beaucoup pour cette présentation et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Donc rendez-vous demain matin 9h30 en commission. Nous entendrons l'URSSAF et la CNAF. Voilà.